Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes toujours ici en plein cœur du Salon de l'immobilier Marseille-Provence et nous allons parler de location saisonnière occasionnelle. Comment ça marche grâce à mon invité, Monsieur Patrick David Messillier. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chargé d'affaires ingénieur patrimonial au pôle conseil aux dirigeants d'entreprise à la CEPAC. C'est bien ça. Alors, pour quelle raison, je vais vous poser une question un petit peu brutale, pour quelle raison bien, la CEPAC s'intéresse à la location saisonnière? C'est un sujet qui vous intéresse? On vient vous poser beaucoup de questions? Alors qui nous intéresse, pas forcément nous, mais nos clients, oui, parce qu'on est souvent interrogés sur ce dispositif-là. Et on est dans une région quand même relativement touristique où beaucoup de nos clients s'interrogent sur la possibilité de louer une partie de l'année, soit leur résidence secondaire, soit leur résidence principale, et des impacts fiscaux. Donc on va en parler. Ouais. Qu'est-ce qu'une location saisonnière occasionnelle? Ça veut dire quoi? C'est important de bien préciser que le dispositif qu'on aborde ici, c'est la location occasionnelle. Ce n'est pas une activité pérenne qu'on exerce toute l'année. Alors, la location occasionnelle, c'est des locations de courte durée à la journée, à la semaine ou au mois, et en règle générale sur moins de 90 jours sur l'année. D'accord. Donc voilà là, ce que c'est la définition d'une location. Sinon, après, on passe dans du non occasionnel, du courant. Du courant, et on est considéré par l'administration fiscale différemment du loueur occasionnel. Donc là, c'est moins de 90 jours. Oui. Qu'est-ce qu'on peut louer finalement? Tout. Tout ce qu'on veut, tous les biens, pourvu qu'ils soient meublés. D'accord, mais ça peut être son bien principal. Ça peut être sa résidence principale, sa résidence secondaire. Alors attention à la résidence principale, puisque dans la location temporaire, il y a aussi de la possibilité de louer pour des emplois saisonniers. Et là, on peut aller jusqu'à 8 mois de location. Là, c'est encore différent. C'est encore différent, mais il faut faire très attention de ne pas louer sa résidence principale dans ce dispositif-là, puisque ce ne serait plus la résidence principale, puisqu'on dépasserait 6 mois de location. Donc, évidemment. Là, il y a d'autres problématiques. D'autres problématiques qui rentrent en ligne de compte. Là, on reste vraiment sur un sujet particulier, sur la location saisonnière, donc de moins de 90 jours. Oui, tout à fait. Quelles sont les démarches pour mettre son bien en location? Alors, avant de louer, il faut, dans certaines mairies, demander une autorisation préalable pour changer la destination du bien. Donc, toutes les mairies, ce n'est pas nécessaire dans toutes les mairies. Ce qui est obligatoire, par contre, c'est une déclaration préalable à la mairie. Donc, là, c'est toutes les mairies. Là, c'est toutes les mairies. Alors après, il y en a certaines qui le font en ligne, d'autres où il faut remplir un certain nombre de documents. Donc là, ce qu'on conseille, c'est de vous rapprocher de l'urbanisme de votre mairie et de demander les démarches à suivre exactement. Et il y a aussi des contraintes, des autorisations à avoir en cas de copropriété? Oui, tout à fait. Si le bien que vous souhaitez louer se situe dans une copropriété, il faut vérifier que le règlement de copropriété n'interdise pas la location saisonnière. Et si je suis locataire, est-ce que je peux sous-louer aussi de manière occasionnelle? Oui. On peut le faire, mais avec l'autorisation expresse du propriétaire. Cette autorisation, elle doit être écrite et donner l'autorisation de manière écrite et le loyer aussi. Oui, parce que ça se voit de plus en plus de personnes. De plus en plus de personnes. Est-ce que les propriétaires sont vraiment au courant? Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a eu des jurisprudences, une dernièrement d'un investisseur, enfin d'une personne à Paris qui le faisait régulièrement, qui avait loué plusieurs appartements qui sous-louaient. Et donc, il a été condamné à des amendes et surtout, le propriétaire a perçu l'ensemble des loyers que le locataire avait perçus. D'accord. Donc, justice a été faite. Justice a été faite. Et si on loue un bien, alors qu'on en est si on sous-loue un bien, le loyer qu'on pratique doit être inférieur au loyer qu'on paye. Il y a un plafond? Il y a un plafond. Donc, la rentabilité là-dessus devient un petit peu moindre. Oui, mais ça peut arriver et ça peut aider, ça peut filer un petit coup de pouce quand on a besoin, qu'on part. On est dans la location occasionnelle, oui. Donc voilà, si on loue un week-end par mois l'appartement ou une semaine à l'année, voilà, ça passe. Mais par contre, si on commence à louer chaque nuitée et en faire une activité, on sort du dispositif et on rentre dans un autre dispositif. Et on sort des lois par conséquent. Tout à fait. Pendant la location, que faut-il faire? Alors, avant la location, déjà, il faut aussi se déclarer le début d'activité au greffe du tribunal. Et puis, quelque chose aussi qui paraît évident, mais il faut meubler le logement aussi.
Voilà. Oui, ça paraît évident. Ça paraît évident, mais bon, des fois, oui, c'est bien de le préciser. Voilà, des fois, il y en a certains Il peut avoir des surprises. qui font de la déclaration de location meublée et qui louent le logement nu. Donc voilà, à l'annexe du bail, il faut avoir une liste de meublés. Oui, il faut que ça reste quand même dans le cadre, on est d'accord. Donc ensuite, il y a le bail, le loyer, le dépôt de garantie. De quelle manière ça s'organise? Alors, effectivement, chaque location doit faire l'objet d'un bail écrit. Le loyer, il est libre, c'est-à-dire que chacun peut fixer le loyer en fonction du marché, bien évidemment, sauf pour la sous-location, on l'a vu tout à l'heure, où là, il ne doit pas dépasser le loyer initial. Souvent, on peut demander des arts à la réservation et un dépôt de garantie qui est en règle générale égal à 25% du loyer. De quelle manière se rédige le bail? Soit vous passez par une plateforme de type Airbnb, auquel cas la plateforme s'occupe de tout le dispositif, hein, donc il n'y a pas de souci. Ils mettent le bien en ligne, ils font la réservation, ils écrivent le bail, ils prennent les arts, éventuellement le dépôt de garantie. Soit effectivement, si vous le faites par vous-même, c'est à vous à rédiger tous ces documents. Bon, on trouve ces documents sur Internet assez facilement aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Après c'est un bail... c'est un bail normal de location meublée. Il n'y a pas de particularité. Il faut bien mettre les assurances. Enfin voilà, tout ce qui va avec. En fait, c'est un contrat. C'est un contrat de location. Voilà, c'est un contrat de location. De location. Tout à fait. Très bien. On va passer maintenant à la fiscalité. Oui. Ce qui est assez dense. On va s'arrêter non, mais je veux dire dans les informations. Voilà, dans les informations. Oui. Et puis surtout l'interrogation majeure de nos clients. Évidemment. Voilà. Donc le fait de passer un bien, de louer un bien, ça ne déclenche pas de calcul de plus-value, il n'y a pas de droit d'enregistrement. On reste soumis à la taxe foncière et éventuellement à la taxe d'habitation si c'est la résidence principale et résidence secondaire et qu'on est propriétaire. Vous voulez dire par plus-value, ça veut pas dire que ça veut dire en fait, on ne change pas le bien de destination. En fait, il n'y a pas de mutation du bien, on reste propriétaire du bien. Il n'y a aucune conséquence et c'est pas considéré par l'administration fiscale comme une vente qui génère des droits d'enregistrement. Donc, il n'y a aucun impact sur le bien en lui-même. Par contre, voilà, on reste redevable de toutes les charges et taxes liées à ce bien. Et la grosse particularité, c'est qu'on sort de la catégorie des revenus fonciers et on rentre dans le cadre d'une activité commerciale. Et les revenus donc, sont des BIC, donc des bénéfices industriels et commerciaux. À partir du premier jour de location? À partir du moment où on loue en meublé, le premier jour de location, c'est du bénéfice industriel et commercial et non plus du revenu foncier. D'accord. Et ça se déclare de quelle manière? Dans une déclaration spécifique, complète, qui s'appelle la 2035, où on fait de la location meublée. Alors, en règle générale, c'est très simple, c'est-à-dire que sur de la location occasionnelle, on ne fait pas normalement des chiffres d'affaires exorbitants. Donc, tant qu'on fait moins de 80 000 € de recettes, on passe dans le dispositif micro-BIC. Donc là, c'est une case à remplir sur la déclaration. On met le montant brut des recettes et l'administration fiscale applique par défaut un abattement de 50%. Qui vient couvrir l'ensemble des charges. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a des cas particuliers, par exemple, si notre logement est au sein d'une SCI ou d'une entreprise? Si on est une entreprise... j'ai été un peu vite peut-être, vous aviez besoin de... Non, après, il y a une particularité... on parle souvent de l'impôt sur le revenu, il ne faut pas oublier les prélèvements sociaux, parce que c'est vrai que souvent, pour ceux qui ont des biens locatifs, on arrive à payer plus de prélèvements sociaux que d'impôts sur le revenu. Oui. Donc là, il y a une particularité... c'est que si on dépasse 23 000 € de chiffre d'affaires à l'année sur la location occasionnelle, au niveau social, on n'est plus considéré comme on devient considéré comme un professionnel et le chiffre d'affaires devient soumis aux cotisations sociales au titre des traitements non salariés. 23 000, c'est ça? 23 000 € et en dessous de 23 000 €, c'est les prélèvements sociaux normaux de 17,2%. D'accord, très bien. Donc là, oui, on revient au cas particulier. Ah oui, effectivement, il faut. Bon, souvent les biens. Il y a eu un effet de mode qui perdure, c'est de mettre des biens d'usage, résidence secondaire, résidence principale, dans des SCI. Et faire de la location meublée dans une SCI, ça peut devenir assez dangereux d'un point de vue fiscal. Tout simplement parce que la société civile doit faire une activité civile. Et on l'a vu, la location meublée est une activité commerciale. Donc quand on fait une activité commerciale dans une société civile, eh bien, elle devient soumise à l'impôt sur les sociétés et non plus à l'impôt sur le revenu.
Alors, on peut se dire, bah, c'est pas mal, parce que l'impôt sur les sociétés est plus faible dans certains cas que le taux marginal d'impôt. Oui, mais sauf que quand on est dans une société, la société qui exerce une activité, son but c'est de gagner de l'argent. Et qu'à partir du moment où on se réserve l'usage du bien à titre privé, donc notamment une résidence secondaire, donc je prends l'exemple, on loue la résidence secondaire pendant 1 mois, puis on en garde l'usage pendant 11 mois. Ben, on doit déclarer 12 mois de chiffre d'affaires, parce que l'administration fiscale considère que vous aviez la possibilité de la louer, et que c'est un choix de ne pas l'avoir louée. Pour autant, vous devez quand même déclarer le chiffre d'affaires que vous auriez dû faire. Ah oui, donc on voit... Il y a un non-sens effectivement là-dedans. Bah, c'est un non-sens, oui et non, puisque la société, son objectif, c'est de gagner de l'argent. Oui. Et oui, elle choisit de... En tant que propriétaire, si on le fait, effectivement, c'est pas la meilleure méthode. Il ne faut pas le faire dans une société civile, voilà. Tout simplement. Tout à Soyons fait. clairs. Soyons clairs, éviter la société civile pour faire de la location meublée, c'est pas très bon. Très bien. Est-ce qu'on a fait le tour justement sur la location saisonnière occasionnelle, la façon dont ça fonctionne? Oui. Oui. Globalement, oui. Bon, néanmoins, sauf si vous avez des questions. Néanmoins, alors, moi j'ai fini, je n'ai plus de questions. Mais il y a plein de personnes qui sont autour de la table. Donc, si ces personnes-là ont des questions à vous poser, elles n'hésitent pas à venir vous rencontrer sur le stand de la CEPA qui est juste en face de chez nous. Merci infiniment. Merci à vous. À très bientôt. Et nous, on va enchaîner les conférences. On va recevoir dans un instant Jean Berthoz, qui est gérant fondateur du cabinet... Non, pardon, je me trompe complètement. C'est Jean Berthoz, qui est président de l'UNIS à Marseille, Provence, Corse. Et il sera accompagné de Laurent Léandri. Et ils vont nous parler de la copropriété, comment ça marche. À tout de suite.